Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour voir la seconde partie de la clause de sous-traitance qu'on avait vue dans ce fameux guide, justement le guide du sous-traitant de la CNIL. Donc, on y retourne, on s'était arrêté on avait commencé le point sur les mesures de sécurité. Donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, hier, hein, pour toi, c'était donc on a vu l'objet du contrat, on a vu la description du traitement faisant l'objet de la sous-traitance, on a vu la durée du contrat, on a vu les obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement, et là c'était un bon pavé que on n'a même pas fini d'ailleurs, hein. Donc là on a vu à quoi s'engageait le sous-traitant, on a vu qu'est-ce qui se passait en cas de sous-traitance ultérieure, c'est-à-dire le sous-traitant qui veut lui-même sous-traiter. On a vu aussi qu'est-ce qui se passait quand, pour informer les personnes concernées de leur utilisation de données à caractère personnel. On a vu comment faire en cas d'exercice des droits des personnes concernant évidemment toujours leur utilisation de données à caractère personnel. On a vu ce qui se passait concernant la notification de violation de données à caractère personnel et on a vu dans quelle mesure le sous-traitant devait aider le responsable de traitement dans ses obligations et donc là, on va reprendre et on va poursuivre ensemble avec les mesures de sécurité. Ce qu'on va voir, c'est les mesures de sécurité, bien évidemment, le sort des données à la fin du contrat de sous-traitance, le délégué à la protection des données, le registre des catégories d'activités de traitement, la documentation et les obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant. Allez, c'est parti. Boum. Oula, un peu trop boum. Allez, go. Les mesures de sécurité. Donc là, le sous-traitant s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes. Décrire les mesures techniques et organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres la pseudonymisation et le chiffrement de données à caractère personnel, les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitement, les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident technique oui, ou physique, et une procédure visant à tester, analyser, évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer de la sécurité du traitement. Ici, ce sont des propositions de la CNIL issues du guide de la sécurité des données à caractère personnel de la CNIL, que je te mettrai quelque part dans le coin. Évidemment, là, il faut que tu mettes, toi, tes propres mesures, ce que tu fais vraiment, ce que tu fais pour assurer la protection des données à caractère personnel. La protection informatique, cyber, des données à caractère personnel. Le sous-traitant s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par, est-ce qu'éventuellement tu as un code de conduite, tu as une certification, est-ce qu'éventuellement tu es norme ISO 27001, etc. Là, tu peux te le mentionner. Dans la mesure où l'article 32 du règlement européen sur la protection des données prévoit que la mise en œuvre des mesures de sécurité incombe aux responsables de traitement et aux sous-traitants, il est recommandé de déterminer précisément les responsabilités de chacune des parties au regard des mesures à mettre en œuvre. De toute façon, c'est le but de ce contrat de définir les responsabilités et les missions de chacun concernant l'utilisation de la donnée à caractère personnel. Donc ça, il en va de même pour la sécurité informatique. Donc là, dans ce point, il suffit juste simplement de préciser ce qu'on fait vraiment concernant les mesures de sécurité. Et je t'invite à aller voir le guide de la CNIL qui explique un petit peu, qui illustre un petit peu les mesures de sécurité quand tu n'arrives pas à te projeter sur ce que ça peut être. Le sort des données. Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s'engage à, au choix, détruire toutes les données à caractère personnel, à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement, ou à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement. Là, c'est les parties qui vont s'organiser. Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toute copie, de toutes les copies existantes dans les systèmes d'information du sous-traitant. Une fois détruite, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction de ces copies. Jusque-là, bon bah écoute, moi ça me paraît pas déliant, hein, tu viens pour faire une mission, t'as fini, et comme il s'agit de donner un caractère personnel, t'as fini, tu supprimes, et puis basta. Le délégué à la protection des données. Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données s'il en a désigné un conformément à l'article 37 du règlement européen sur la protection des données.
le registre des catégories d'activités de traitement. Donc, le sous-traitant déclare tenir un registre par écrit de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant. Donc là, en fait, tu te souviens, je t'avais dit dans la méthodologie de la conformité RGPD qu'il y avait plusieurs livrables et qu'il y en avait un qui s'appelait le registre de traitement qui a pour but de centraliser comment tu utilises les données à caractère personnel. Donc ça centralise toutes les données à caractère personnel que tu as, ça les catégorise parce que ça t'explique pourquoi tu les utilises, dans quel contexte, etc. Et ça les détaille parce que ça précise qui a accès, quand est-ce que tu les supprimes, combien de temps tu les conserves, patati patata. Et ce registre de traitement-là, en fait, il sert autant aux responsables de traitement pour savoir quelles sont les données à quoi servent les données à caractère personnel qu'il utilise pour ses clients et pour ses salariés. Mais ça sert évidemment aussi à nous, sous-traitants, pour pouvoir dire, si on reprend l'exemple de la boîte à qui on sous-traite des payes, ça permet de dire à la boîte qui sous-traite des payes, je sais pas on va dire que ça, si ça c'est la boîte qui sous-traite des payes, ça lui permet de dire qu'elle, elle bosse avec plusieurs clients, et donc du coup, elle a un registre de traitement qui explique pour quel client elle a quel type de données. Même si a priori elle fait de la paye, donc elle a une donnée pour tout le monde, elle peut dire pour précisément tel client, moi j'ai tel type de données, etc. Donc c'est ça qu'on dit, un registre de traitement, non pas en tant que responsable de traitement, mais en tant que sous-traitant, parce que tu réalises des activités pour le compte d'un responsable de traitement, donc de ton client. Si c'est pas clair, mets-moi un petit mot en commentaire. Donc, ce registre, pour le compte du responsable de traitement, comprend le nom et les coordonnées. Elle comprend le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données. Ce registre comprend également les catégories de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement. Toujours, hein. Là, ce sera forcément pour le compte du responsable de traitement, hein, je te l'ai expliqué. Et ensuite, ce registre comprend, le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du RGPD. 49, paragraphe 1. Foyer de 49. Donc le 49, paragraphe 1, alinéa 2, d'accord. Il parle sur la possibilité de transférer des données à caractère personnel avec un pays tiers de l'Union européenne qui n'est pas euh, en adéquation avec le RGPD. Bon, on verra plus tard. Donc, ce registre, il contient le nom et les coordonnées du responsable de traitement, pour le compte le sous-traitant agit, les catégories de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement, les transferts de données pour les pays hors Union européenne, et, dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres selon les besoins. Comme on a vu précédemment, en fait, la pseudonymisation et le chiffrement, les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité et la résilience constante des systèmes des services de traitement, des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel, l'accès à celles-ci dans les délais appropriés en cas d'incident physico-technique et une procédure visant à tester, analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. Donc là, en fait, tout ça, c'est pour dire la cybersécurité de la protection des données à caractère personnel. Point sur la documentation. Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections par le responsable de traitement ou un autre auditeur qui l'a mandaté et contribué à ces audits. Donc là, en fait, le sous-traitant doit démontrer son propre respect du RGPD, forcément, et pour euh, démontrer son propre respect du RGPD
Il met à disposition toute la documentation que le sous-traitant a rédigée, au même titre que le responsable de traitement lui-même doit pouvoir démontrer sa conformité RGPD à la CNIL ou à ses conseils RGPD. Donc en fait, toute cette documentation-là qu'on a rédigée, on la met à disposition et en fait, ça servira à faire des audits, des inspections par le responsable de traitement quand il voudra vérifier que son sous-traitant est conforme au RGPD. Ok? Dernier point, obligation. Donc là, on vient de finir ensemble les obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement. Et là, maintenant, on va voir l'inverse, forcément, les obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant. Parce que, évidemment, un sous-traitant ne peut pas faire son job si, par exemple, le responsable de traitement ne lui donne pas les infos. Donc, le responsable de traitement s'engage à fournir au sous-traitant les données visées au paragraphe à la partie 2 des présentes clauses. Il s'engage à documenter par écrit toute instruction concernant le traitement de données par le sous-traitant. Donc ça permet d'avoir déjà un suivi si jamais on oublie parce qu'on a trop de choses à faire, ou d'avoir des preuves surtout. Si jamais ton responsable de traitement te dit fais ci, fais ça, et qu'après il te dit non, moi j'ai pas du tout dit ça, bah, au moins tu as une preuve de ce qu'on t'a demandé de faire, et ça permet de te désengager peut-être en cas de souci. Le responsable de traitement s'engage à veiller au préalable et pendant toute la durée du traitement au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant. Et le responsable de traitement s'engage à superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant. Donc voilà, voilà comment se finit cette clause sur la relation entre le sous-traitant et le responsable de traitement. Cette clause est évidemment bien rédigée, hein, c'est celle de la CNIL. Après, sache que c'est un exemple, il y a des choses que tu peux compléter. Il y a tout à fait, effectivement, il y a des choses que tu peux compléter, il y a des choses que tu peux préciser. C'est vraiment un contrat, donc une relation. Donc c'est vraiment à vous, responsable de traitement et sous-traitant, de définir ensemble quelles sont vos responsabilités et vos missions chacun et comment vous voulez gérer les choses en prenant évidemment cette trame en base de travail pour pouvoir améliorer et faire en sorte que votre documentation juridique reflète la réalité de votre situation et de votre relation commerciale. Ça, c'est hyper important. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que c'est un peu plus clair. Évidemment, je t'invite à relire ce document avec ta propre vitesse de lecture et ta propre vitesse de compréhension. L'idée, comme tu l'as compris, c'est de le lire avec toi peut-être une première fois, juste pour te rendre le sujet et le document accessible. C'est du français, c'est rédigé par la CNIL, donc c'est vraiment de super documents qui sont aussi hyper utiles pour nous, praticiens. Donc voilà, prends le temps de te réapproprier le document avec ta propre méthode de travail, de compréhension et ta propre vitesse de lecture. Et puis si tu as des questions, tu sais me trouver. Bye!